fille Estelle a été tuée par sa mère de 354 coups de ciseaux. J'avais que ça en tête, sauver Estelle. Faut que j'arrive à dégager ma fille des bras de sa meurtrière. C'est pas évident de trouver un sens à sa vie une fois qu'on a perdu son enfant. Pour moi, c'est la plus belle petite fille. Elle lui a laissé aucune chance. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Ma conjointe de l'époque, que je considère comme le diable aujourd'hui, a tué ma fille de 354 coups de ciseaux. À l'heure actuelle, elle n'est pas en prison et je vais vous raconter mon histoire sur Légende. À quel âge tu rencontres Sandra? J'ai rencontré Sandra à l'âge de 26 ans. C'était une rencontre, on va dire, standard, par le biais d'un ami, quoi. On s'est vus, en gros, on s'est plu, simplement, quoi. C'était une femme douce, sensible, attentionnée, qui m'a tout de suite, avec qui on a eu des atomes crochus. En gros, c'est une rencontre, on va dire, simple et standard, quoi. Bon, on s'appréciait de plus en plus, il y a l'amour qui est né. Aujourd'hui, j'ai plus de mal à en parler comme ça, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus la même femme, mais c'est une femme avec qui je me sentais bien, en qui j'avais une totale confiance. Le vecteur principal qu'il y avait entre nous, c'est qu'on se disait tout et qu'on avait une confiance totale l'un envers l'autre, quoi. On avait une vie sociale, des amis, chacun nos amis, on sortait beaucoup. On avait une vie, entre guillemets, de jeunes, on vivait légèrement, soirées, repas chez les uns, chez les autres. On allait en boîte de nuit et on n'avait pas encore au début spécialement la maturité d'avoir un enfant. Donc on a pris le temps de profiter, faire des voyages et bien s'amuser en couple à deux, quoi. Alors sa famille, j'étais proche, oui, on se recevait, on faisait des repas ensemble. Il n'y a jamais eu aucune animosité. Je m'entendais surtout bien avec son frère, avec qui j'étais en contact, en relation, au téléphone. Avec mon ex-belle-mère, il n'y a jamais eu de soucis. Il venait manger à la maison, il gardait la maison quand on partait en vacances l'été. Ça se passait bien, ouais. Au bout de combien de temps vous décidez d'avoir un enfant? C'est au bout, on s'est rencontrés à l'âge de 26 ans, c'est 8 ans après, où on a mûrement réfléchi, on voulait tous les deux des enfants. On n'a jamais envisagé de ne pas avoir d'enfants. C'est aussi un objectif de vie, que ce soit pour elle ou pour moi. Donc c'est au bout de 8 ans qu'on a commencé à essayer d'avoir un enfant. Moi, j'avais 34 ans, elle devait avoir 35 ans quand on a commencé à essayer. Et t'as toujours voulu être papa? Ouais, j'ai toujours voulu être père. Ça a toujours été un objectif, quoi. Une finalité de créer une famille, de fonder une famille. Mais c'est vrai que j'ai pris mon temps au niveau de la maturité et tout. Moi, j'avais besoin d'avoir du recul. J'ai grandi sans père. J'ai jamais eu de modèle de père. Donc j'avais besoin de prendre mon temps, d'être plus sûr de moi. Mais on se sentait prêt. Je me sentais prêt. Sandra se sentait prêt. Et donc, du coup, ça a été avec bonheur qu'on a essayé d'avoir un enfant, quoi. Donc, elle m'a annoncé la naissance d'Estelle en me montrant l'échographie dans la chambre de ma fille. À ce moment-là, je suis surpris et je suis très heureux de voir cette petite photo. À ce moment-là, votre couple va bien? Vous êtes plus unis que jamais? À ce moment-là, dans notre couple, tout va bien, on s'entend, on s'est jamais disputé, on a une bonne communication. C'est un projet qui nous remplit de bonheur c'est un projet de construction familiale. Alors Estelle, elle est née le 6 novembre 2017 à la clinique du Val d'Ouest. Et du coup, ce jour-là, c'est peut-être un peu banal, mais c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est le début du fondement de notre famille avec une petite fille. Et c'est un jour de bonheur et c'est magnifique, quoi. La naissance d'Estelle a instantanément changé ma manière de voir la vie, parce qu'on est propulsé directement dans le rôle de père. Et c'est vrai qu'on a un amour qui est instantanément, qu'on n'imagine pas avoir avant de connaître le fait d'avoir un enfant, quoi. Dès qu'Estelle naît, ta relation avec Sandra est toujours aussi passionnelle et avec autant d'amour? Dès la naissance d'Estelle, on construit notre vie familiale tous les trois. On a toujours une relation avec Sandra qui est stable, toujours la même. On est centré sur notre fille. Tout se passe bien. Après, on se centre un petit peu sur nous-mêmes. On va dire, on sort moins, on voit moins les amis. Moi, je trouve ça normal. On met le maximum de notre énergie autour de notre fille. On est un petit peu plus protecteur et tout. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on voit moins de monde, quoi. Moi, à l'arrivée d'Estelle, je trouve ça complètement normal de mettre de l'énergie et d'être un petit peu plus centré sur cette vie familiale, d'entourer notre fille de tout le bonheur qu'on peut et moins sortir, en gros, avoir moins ce côté personnel et tout. Je trouve ça complètement normal. Au bout, on va dire, des 6 premiers mois, je me dis qu'on peut recommencer à avoir une vie sociale, revoir plus de monde. C'est vrai qu'on voyait de moins en moins de monde, de moins en moins nos amis.
de moins en moins ma famille. Avec ma famille, au fil du temps, ça a été de plus en plus compliqué. Moi, je voulais renouer des liens sociaux. Et c'est vrai que Sandra, au fil du temps, c'était l'inverse. Elle se renfermait sur elle-même. Donc c'est vrai que je me suis dit, on a un bon équilibre familial, c'est la priorité. Et on va continuer dans ce sens-là. Sandra va se réouvrir, elle va un peu s'aérer l'esprit, et ça ira de mieux en mieux avec le temps, quoi. On a vécu de plus en plus dans notre bulle, une bulle qui se refermait, un cercle social de plus en plus restreint, jusqu'à n'arriver à n'avoir de contact. Sandra n'avait de contact plus qu'avec sa mère, parce que plus rien ne l'intéressait, quoi. Un exemple, c'est... Peut-être qu'Estelle avait un an, quoi. J'ai proposé à Sandra, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse un restaurant ou une sortie cinéma, juste toi et moi, tous les deux? Elle m'a dit non, mais maintenant qu'il y a Estelle, ça ne m'intéresse plus. On fait les choses avec Estelle ou on fait rien, quoi. Comment tu réagis, toi? C'est pas l'image que tu avais du couple? Alors moi, à ce moment-là, de toute façon, déjà, notre couple avait presque plus de place. Et cette question, quand je lui ai demandé ça, c'était un petit peu pour savoir si notre couple existait encore. Et quand elle m'a répondu non fermement, c'est vrai que ça ne m'intéresse plus de faire des choses uniquement avec toi, je me suis dit là, bon, bah, c'est vrai que notre couple, il est terminé. De toute façon, on faisait plus de sorties ensemble, plus de moments à deux. Même physiquement, les relations amoureuses, on va dire, s'éloignaient. Il y en avait de moins en moins. Donc je me suis dit aujourd'hui, ouais, on n'a plus de vie de couple. Par contre, on a une vie familiale qui est encore épanouie. On a encore du bonheur à vivre en famille, à faire grandir Estelle et à lui donner tout notre amour. Donc c'est vrai que je me suis dit, je mets la vie de couple de côté et peut-être que ça va revenir avec le temps, quoi. Plus on avançait dans le temps, plus Sandra se renfermait sur elle-même et moins ça me correspondait et moins elle me laissait d'autonomie et d'indépendance aussi avec ma fille. À la naissance d'Estelle, on a fait le choix commun que Sandra arrête de travailler pour se centrer uniquement. C'était une qualité de vie pour nous. C'était un objectif. On a été très heureux. Donc Sandra a arrêté de travailler pour remplir son rôle de mère et du coup c'était très positif. Après, a posteriori, je me dis peut-être que ça l'a renfermée socialement et que ça n'a pas été positif pour nous, quoi. Du coup, après, Sandra ne va te laisser aucun moment seule avec ta fille, notamment même aller la chercher à l'école. Exactement, ouais. Estelle, elle a commencé l'école en septembre 2020. Du coup, c'est vrai qu'il y avait le protocole du Covid. Donc, on avait les circulaires, enfin, la demande qu'il n'y ait qu'un seul parent qui aille chercher son enfant à l'école. Moi, je faisais des grosses journées. Il est arrivé plusieurs fois que je rentre, 3 ou 4 fois, je suis rentré plus tôt exprès dans le but d'aller chercher Estelle. Et à chaque fois, ces 4 fois-là, elle m'a dit « Non, mais je viens quand même. Tu vas pas chercher Estelle tout seul à l'école. » Et ça a été sujet à des disputes. Donc, avant d'aller la chercher à l'école, on se dispute, on va ensemble à l'école. Et j'ai jamais pu aller chercher Estelle à l'école tout seul. Ni même aller acheter une baguette de pain, aller se promener au magasin de bricolage. Elle ne me laissait plus aucun temps seule avec elle. Comment tu réagis, toi, à ce moment-là? Par rapport à tout ça, c'est vrai que je me dis que elle m'étouffe, elle me laisse aucune place. Bon, Estelle, c'est vrai que je suis allé la chercher que 4 fois. Elle me voit du bout de la cour de récréation, mais elle se met à crier tellement elle est contente que ce soit moi qui vienne la chercher. Elle traverse la cour en courant, en criant, en écartant les bras vers moi pour venir sauter dans mes bras. Et là, j'ai mon ex-conjointe, Sandra, qui s'avance de 2 pas et qui la prend dans ses bras à ma place. Et même ça, elle nous l'a enlevé. Elle était très possessive, en fait, Sandra, avec Estelle. Elle était hyper possessive, elle était déjà avant même jalouse. Elle était assez jalouse. Moi, il fallait pas que je discute avec d'autres femmes et tout. Ça m'a valu quelques remarques et quelques difficultés, quoi. Et avec Estelle, elle était très possessive, de plus en plus. Il fallait qu'il n'y ait qu'elle, dans un sens. Il fallait que Estelle l'aime elle, il fallait que moi je l'aime elle. Et en gros, elle nous interdisait de nous aimer tous les deux, quoi. Ça lui était trop difficile de nous voir, avoir des interactions et de voir que Estelle et moi on s'aimait. Mais elle n'était pas comme ça au départ, en plus. Elle est devenue comme ça à l'arrivée d'Estelle. Elle est devenue comme ça à l'arrivée d'Estelle, ouais. Alors ça, moi, je saurais pas l'expliquer. Pourquoi elle a eu cette espèce de possessivité ou ce manque de confiance en elle, de craindre qu'on puisse s'aimer. Et malgré tous ses efforts, malgré le fait qu'elle veuille me laisser aucun temps avec ma fille, voilà, Estelle et moi, on avait un amour qu'elle a jamais pu nous enlever. Et je pense que elle a eu beaucoup de mal à le vivre, quoi. Comment tu le vivais, là, le fait qu'elle te fasse pas confiance? Est-ce que tu as essayé de lui en parler à Sandra? Ouais, sur le fait qu'elle me fasse pas confiance, ça a été conflictuel, puisque à chaque fois, je lui posais des questions, la communication était compliquée,
Et c'est quand je lui disais pourquoi tu me laisses pas aller me promener avec elle, pourquoi j'ai pas le droit d'aller la chercher à l'école. Déjà poser la question à sa conjointe de pourquoi est-ce que tu me laisses pas du temps pour jouer dehors et tout. C'est déjà qu'il y a un problème relationnel et tout. Et c'est vrai que je le vivais mal et c'était très conflictuel. Et ses seules réponses ça a été c'est comme ça. Et à cette époque, tu te rends compte qu'elle t'éloigne de tout? Au début, je me rendais pas compte qu'elle m'éloignait, qu'elle me désociabilisait, que j'ai pris de la distance avec ma famille, avec ma mère surtout. Ma mère, la dernière année, elle a vu ma fille que 3 fois au cours d'une année. Et c'est très peu. Aujourd'hui, je le regrette. Et c'est qu'à la fin, j'ai l'impression que je me suis réveillé, je me suis dit, mais elle m'a complètement éloigné de tout le monde, quoi. Elle m'a fait prendre des distances avec tout le monde. Et c'est à partir de là où moi, j'ai voulu retourner voir ma famille avec ma fille et tout. Et c'était toujours conflictuel, ça menait toujours à des disputes. Elle était jamais d'accord. Avant la naissance d'Estelle, il n'y avait aucun signe avant-coureur. Elle a eu aucun problème psychologique, aucun problème psychiatrique. C'était une femme douce, attentionnée, protectrice, même trop protectrice vis-à-vis d'Estelle. Jamais aucune violence. J'ai jamais eu un doute sur le fait qu'elle ait pu être violente avec Estelle ou quoi que ce soit. Il n'y a rien, aucun signe qui a pu me laisser avoir un doute sur le fait qu'elle puisse être dangereuse. Pour moi et pour sa famille, son frère, sa mère, elle était totalement normale. Elle avait aucun problème psychologique, c'était même l'inverse. Bon, Sandra a repris le boulot en septembre, en même temps que Estelle a repris l'école. Elle était hôtesse d'accueil en mairie. Elle a été prise tout de suite de par son CV, de par sa sociabilité et sa gentillesse. Donc le maire de la ville dans laquelle elle travaillait a salué son professionnalisme, sa sociabilité. Donc il y avait aucun signe, personne n'a pu anticiper et à aucun moment on a eu un signe de dangerosité, quoi. Et toi, à un moment, c'en est trop pour toi de cet éloignement, tu penses à la séparation? Ouais, c'en est trop pour moi, donc oui, je pense et je valide la séparation, donc j'annonce à Sandra que je souhaite me séparer, quoi. Et quand je lui annonce ça, elle me fait « ouais, mais de toute façon, c'est très bien, on va se séparer. » Et c'est même moi qui ai décidé qu'on allait se séparer. Donc je fais « ah ok, au moins là-dessus, on est raccord, quoi. » Bah, on discute tant bien que mal, parce que la communication est assez compliquée, quoi. De comment on va se séparer. On parle des choses matérielles, on parle principalement de la maison. Il m'a dit « la maison, de toute façon, je suis copropriétaire, je ferai tout pour que tu ne puisses pas la racheter. » Je fais pas « ok, bon, ben, on la vendra, c'est pas essentiel, quoi. » Le sujet que j'ai mis du temps à aborder, parce que je savais que ça allait être très conflictuel, c'était le sujet de la garde d'Estelle. T'envisageais quoi, toi, comme garde? Moi, il y a qu'une seule chose que j'envisageais, c'était la garde alternée. Je souhaitais que Estelle fasse 1 semaine chez sa mère, 1 semaine avec moi. Moi, si on a eu un enfant, je lui ai dit que c'était pour la voir grandir, pour l'aimer, partager des moments avec elle, pour la soutenir, pour vivre avec elle. Et que ce que j'envisageais, c'était la garde alternée, quoi. En gros, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit mais un enfant, ça reste avec sa mère, quoi. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit donc je dois comprendre que tu veux demander la garde exclusive. Et elle m'a répondu un enfant, ça reste avec sa mère. Donc je lui ai dit de toute façon, je demanderai la garde alternée. Je ferai tout pour avoir la garde alternée. Et je vois pas pourquoi on me la refuserait. Et quand je lui ai dit ça, elle tremblait, quoi. Et toi, tu comprends que ça va être compliqué pour toi ou t'as confiance au système? Moi, pour l'instant, on est dans une séparation normale. Après, j'ai toujours l'appréhension d'avoir la garde alternée, parce que c'est vrai que j'ai un travail où je mettais beaucoup d'investissement avec des grosses amplitudes horaires. J'avais déjà aménagé mon planning avec toutes les vacances scolaires, tout, pour avoir plus de souplesse, pour pouvoir m'occuper d'Estelle. Mais c'est vrai que j'avais cette appréhension-là. En tant que père, en tant qu'homme, des fois peut-être qu'on a moins facilement la garde, quoi. Donc c'est vrai que j'avais une appréhension là-dessus. Le drame va arriver après. Vous continuez de vivre normalement? Vous restez vivre tous les deux à la maison? Alors on vit tous les 3 à la maison encore. Ouais. Ça faisait plusieurs mois qu'on faisait chambre à part. Moi je dors en bas, dans la chambre parentale. Sandra avait décidé d'aller dormir dans une chambre du haut, à côté de la chambre d'Estelle qui était à l'étage, quoi. Donc c'était dans cette situation de séparation, avec une communication conflictuelle, que le drame va arriver, quoi. Les jours qui précèdent le drame, l'ambiance, elle est tendue. On essaie de faire tous nos efforts pendant les repas, quand on est avec Estelle et tout, pour qu'il y ait une bonne ambiance, qu'elle le ressente pas. Mais malgré nous, on se dispute. Malgré nous, il y a des tensions. Et l'équilibre, il est pas bon. Donc il est clair qu'il est mieux qu'on se sépare, quoi. L'avant-veille du drame, j'apprends que sa mère est venue rendre visite à Sandra et à Estelle à mon domicile, quoi. Et c'est vrai que quand j'arrive le soir, pour la première fois, donc j'arrive à la maison, la porte était fermée à clé, et il y avait la clé sur la porte, donc je mets ma clé, je peux pas ouvrir. Déjà, je suis surpris qu'elle soit fermée, parce qu'on ferme
On fermait jamais à clé la maison, quoi. Et là, elle entrouvre la porte et elle me regarde et je lui dis, ouais, bah, ouvre-moi, c'est moi et tout. Et elle me dit, bah, je t'ouvre normalement. Je fais, bah, pas vraiment, quoi. Moi, cette attitude-là, je l'ai prise encore dans un cadre conflictuel de séparation où elle avait envie de mettre des tensions et du conflit entre nous, quoi. C'est que moi, je suis dans une situation de couple. J'ai un ami qui se séparait aussi. Il me racontait les conflits avec sa conjointe, son ex-conjointe actuelle. Et je trouvais que nous, on arrivait à avoir quand même un équilibre, un échange avec Sandra, bon, conflictuel, mais que c'était une séparation, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, standard, quoi. Donc, on continue notre vie tous les trois avec le but et l'objectif de se séparer. Donc, on a l'objectif de vendre la maison. Je lui avais proposé aussi d'aller voir un médiateur pour essayer de discuter, de s'entendre sur notre séparation. La date du médiateur, on avait rendez-vous 3 jours après le drame. Est-ce que ça a été un élément, un vecteur qui l'a poussé à faire ça? C'est toutes ces espèces de deadlines et tout, je sais pas, je me pose la question aujourd'hui. Mais elle voulait toujours se séparer à cette époque. Elle te demandait pas de rester et de... Ah, mais à cette époque, elle était convaincue de se séparer. Elle me disait qu'elle ne m'aimait plus, que je retrouverais pas une femme, que personne ne me supporterait. Donc elle voulait se séparer, quoi. Après, ce qu'elle voulait, je pense, par le profil et l'exemple qu'elle a eu social avec sa mère, qui s'est séparée de son ex-conjoint, elle a grandi avec sa mère. Et je pense qu'elle voulait reproduire ça. Elle voulait qu'Estelle reste avec elle et uniquement avec elle, et que moi, j'abandonne entre guillemets ma fille. Donc elle était d'accord pour se séparer, mais dans les termes de ce qui lui convenait. Et moi, ce que je lui proposais, et ce que je voulais, et ce que je souhaitais, ça n'était pas ce qu'elle voulait. Une garde alternée, je pense que c'était trop compliqué à accepter pour elle, quoi. Mais pour toi, c'était inenvisageable de laisser Estelle. Pour moi, c'était inenvisageable de laisser Estelle. Si, évidemment, le juge lui avait donné la garde exclusive, j'aurais respecté ça. Mais pour moi, c'est inenvisageable. Ma fille, je l'aime, je veux la voir grandir. Et avoir une garde alternée, c'était essentiel pour moi. Moi, j'ai grandi sans père. Et c'était important pour moi de... Enfin, il n'y a pas d'intérêt de faire un enfant si c'est pour le voir 2 jours tous les 15 jours. Et tu te rappelles du dernier soir avec Estelle? Le dernier soir avec Estelle, on a mangé... on a fait un repas, on a mangé normalement. On est monté la coucher. Je racontais une petite histoire que j'avais l'habitude de lui raconter. J'ai fait un bisou, j'ai dit « je t'aime et fais des beaux rêves ». Et ensuite, c'est Sandra qui l'a couché, parce qu'il faut savoir que c'est toujours elle qui l'a couché en dernière. Même ça a été des sujets à dispute. C'est jamais moi qui pouvais être le dernier à la coucher. Donc ce jour-là, le dernier jour, ma dernière phrase pour elle, ça a été « fais des beaux rêves ». Le lendemain, le 12 novembre 2020, c'est une journée normale qui commence? Le 12 novembre 2020... je me réveille pour aller au travail, comme d'habitude. Donc, je suis dans la chambre du bas. Je monte les premières marches d'escalier qui mènent au premier palier. Et j'entends Sandra murmurer dans la chambre d'Estelle. J'entends des voix. Il est 6h30 du matin. Et je me dis, mais elle est déjà dans sa chambre et tout. Mais je fais aller au téléphone ou quoi? Parce que c'est vrai que j'entendais des murmures, mais j'entendais... Estelle répondait pas. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre, quoi. Donc là, je décide de monter voir. La porte d'Estelle est fermée. Je pousse la porte de sa chambre. La lumière pénètre dans la chambre et c'est là que j'aperçois ma fille étendue sur le dos. Et je vois une ombre noire. Et plus la lumière rentre dans la chambre, plus j'y vois, plus j'ai été transpercé par la peur. Glacer le sang, maintenant je sais ce que c'est. Cette expression-là, on se fait envahir physiquement. J'ai eu le cerveau engourdi. Estelle, elle est allongée. Il y a tous ces impacts sur son corps. Il y a une grosse tache rouge en haut à gauche de sa tête. Et je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Et je me dis que c'est grave. Et là, je me dis, mais c'est elle qui a fait ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe et tout? Et là, elle a tourné la tête et elle m'a dit, c'est toi qui as fait ça, t'as voulu nous séparer, quoi. Et je tremblais tellement que j'arrivais pas à déverrouiller mon téléphone. J'essaie de déverrouiller mon téléphone, je me dis, il faut appeler les pompiers. Mais tellement je tremble. Et à ce moment-là, je comprends que c'est elle qui a fait ça. Et je me dis, il faut vite sauver Estelle. Et quand je relève la tête d'avoir déverrouillé mon téléphone, je m'aperçois qu'elle a pris Estelle dans ses bras, elle est plus allongée dans son lit. Elle la serre fort contre elle. Et je me dis, il faut que je m'occupe d'Estelle, il faut que je la sauve, quoi. Donc je m'approche pour récupérer Estelle. Mais elle la serre tellement fort dans ses bras que j'arrive pas à la prendre délicatement. Donc je commence à tirer fort, mais plus je tire fort,
Dans ma tête, je me suis dit, je vais la déchirer, quoi. Donc il faut qu'elle lâche prise doucement. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à... Je lui ai mis un coup de poing dans la tête. On est tombé sur le sol. On s'est débattu. J'ai essayé de tirer Estelle, mais elle la tenait tellement fort que je pouvais pas la prendre avec douceur pour pas qu'elle ait plus de blessures qu'elle n'avait. Et donc du coup, ça a été très violent pour que j'arrive à dégager ma fille des bras de sa meurtrière. Mon seul but, c'était de sauver Estelle. Mais donc, en gros, je voulais essayer de l'assommer ou qu'elle lâche prise, quoi. Donc j'ai mis des coups de poing au visage. À un moment, je suis arrivé à lui faire lâcher prise d'un de ses bras, son bras gauche, que j'ai mis sous mon genou. Elle arrivait à le dégager, il est passé devant mon visage. Là, je l'ai mordu tellement fort que je lui ai cassé son bras avec mes dents. Ensuite, je me suis appuyé avec mon pied sur sa gorge. J'ai appuyé tellement fort et j'ai quand même tiré fort Estelle et je suis arrivé à dégager Estelle des bras du monstre. Parce que pour moi, sur le coup, je me suis battu avec un monstre. Je me suis pas battu avec mon ex-conjointe. Le seul but, et le but ultime que j'avais, c'était de sauver Estelle, quoi. J'avais que ça en tête, sauver Estelle. Je suis arrivé à la dégager des bras. J'ai fait enfin, je peux l'avoir dans les bras. Et je me suis précipité chez le voisin pour pouvoir appeler les secours. Donc là, on arrive chez le voisin. Il est 6h45. Je sais pas combien de temps ça a duré. Et je toque à sa porte. Et en toquant à sa porte, je me rends compte que j'ai la main toute enflée. Et ça me fait mal, mais je toque quand même de toutes mes forces. Et là, mon voisin, il me dit c'est qui et tout. Il est apeuré parce que c'est très tôt pour aller frapper chez lui. Donc je comprends bien. Et quand je lui ouvre la porte, il fait oh putain. Et je lui dis, il faut que tu appelles les pompiers. Et je lui dis, ferme la porte et tout, parce qu'elle est trop dangereuse, quoi. J'allonge Estelle, et c'est par terre, et c'est Nick qui appelle les pompiers. Et il me dit, il faut que tu lui fasses un massage cardiaque et tout. Je lui dis, j'y arrive pas. Donc c'est lui qui a pris le relais, et c'est lui qui a commencé à faire le massage cardiaque. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'elle a tellement d'impact il y a du sang, il y a de l'air qui sort. Donc avec mes mains, j'essayais de boucher tous les trous et tous les impacts qu'elle avait, quoi. Les pompiers arrivent rapidement sur place. Alors avant les pompiers, heureusement que j'ai dit de nous enfermer. Donc on est en train d'essayer de réanimer Estelle. Et là, on entend tambouriner à la porte. Et je lui dis, fais gaffe, ça se trouve, c'est elle et tout. Donc on a demandé à la femme de mon voisin qui était encore à l'étage de regarder par la fenêtre. Elle nous a dit, ouvrez pas, c'est elle. Elle a l'air mal en point, mais c'est elle qui est en train de taper à la porte. Donc on n'a pas ouvert la porte. Ces bruits de tambourinage à la porte, ça m'a traumatisé. Plus personne ne pouvait frapper à la porte. Chez moi, j'avais mis une pancarte parce que ça me replongeait direct dans le stress post-traumatique, quoi. T'as peur pour ta sécurité à ce moment-là quand tu l'entends toquer? Le but, c'est de sauver Estelle. Et il faut surtout pas qu'elle revienne. Parce que qu'est-ce qui va se passer si elle revient, quoi? Donc le but, c'est de mettre toutes les chances pour pouvoir sauver Estelle. Et je remets tous mes espoirs dans l'attente de l'arrivée des pompiers. Et c'est pas pour le reprocher, mais j'ai trouvé que c'était interminable le temps que les pompiers arrivent. Donc une nouvelle fois, quelqu'un vient frapper à la porte. La voisine nous dit ouais, c'est les pompiers, vous pouvez ouvrir. Quand j'ouvre la porte, donc je suis face à un pompier qui est super grand, je sais pas, ça m'a impacté. Et donc du coup après, il y a un deuxième pompier qui arrive et c'est Franck, un pompier que je connais, qui connaissait ma fille parce qu'on était allé aussi visiter la caserne des pompiers avec Estelle. Et je lui ai dit, il faut que tu la sauves, Et à partir de ce moment-là, j'ai remis tous mes espoirs entre les mains des pompiers et du SAMU qui arrivait plus tard, quoi. Donc c'est Franck qui prend le relais, le pompier, pour faire son massage cardiaque. Moi je suis à côté, je suis effondré. J'espère que son cœur va continuer à battre et tout. Et c'est vrai qu'il branche, je sais pas comment ça s'appelle, un cardiogramme ou je sais pas. Et c'est vrai que quand il branche sur Estelle, et je vois comme des battements de cœur. Et là, je me dis, purée, elle est vivante. Et ils vont pouvoir... Merde. Bref. Je me dis, ils vont y arriver. Et ils ont essayé pendant, franchement, je sais pas, un quart d'heure. J'en sais rien. Et après, la dame du SAMU, bref, elle se tourne vers moi, mais elle me dit c'est terminé. Une fois qu'ils m'ont dit que c'était terminé, moi, c'est toute ma vie qui s'est écroulée, mon corps s'est vidé.
J'étais dans le salon à quelques mètres d'elle parce que je voulais lui tenir la main, mais il m'avait écarté pour pouvoir lui donner les meilleurs soins possibles. J'essaie d'aller vers elle, mais mes jambes sont tellement raides que j'ai rampé. Je suis pas arrivé à me lever, j'ai rampé jusqu'à elle pour la prendre dans mes bras et l'embrasser et lui dire que je l'aimais et que je serais toujours là pour elle, quoi. Ça a été le dernier moment que j'ai eu avec ma fille. Ensuite, les pompiers m'ont emmené, ils m'ont porté parce que je n'arrivais même pas à marcher à ce moment-là, quoi. Ils m'ont mis dans le camion de pompiers. Donc j'étais en caleçon et en t-shirt, quoi. J'avais pas eu le temps de m'habiller. Je suis arrivé à l'hôpital. J'étais encadré par 2 gendarmes. Et du coup, ils m'ont pris mon caleçon et mes chaussettes pour les mettre dans des sacs à conviction, quoi. Et je me suis retrouvé en blouse d'hôpital. Donc à ce moment-là, j'avais tout perdu. J'avais perdu ma fille, ma maison, j'avais pas d'habits, pas de téléphone, plus de portefeuille, j'avais plus rien, quoi. À l'hôpital, je me suis senti seul comme jamais. J'ai hurlé pour qu'il y ait un infirmier qui reste avec moi, mais dans la chambre, à des moments, j'étais tout seul. Il y avait les gendarmes à l'entrée de la chambre. Mais je me suis senti perdu, seul et abandonné, quoi. À ce moment-là, ouais, je crois que je réalise ce qui se passe, mais t'es propulsé dans un autre monde, dans une autre atmosphère et t'es dans un monde parallèle. Si je peux faire une référence, j'étais dans le monde noir de Stranger Things. J'ai pas assez d'adjectifs pour décrire la détresse dans laquelle j'ai été propulsé, quoi. L'arme du crime, à aucun moment je l'ai vue. Donc j'ai appris bien après coup qu'elle avait utilisé des ciseaux. J'ai cru pendant longtemps qu'elle avait utilisé un couteau. Et moi-même, je l'ai appris par les journaux. Je l'ai appris en le lisant dans les journaux. J'avais un de mes meilleurs amis au téléphone. Je lui dis, je crois qu'elle a dû lui mettre au moins 40 coups. Et il me dit, t'es loin du compte. Et j'ai appris le nombre de coups dans les journaux. Et ça s'avérait vrai. De par l'autopsie, ça s'est confirmé qu'elle lui avait mis 354 coups de ciseaux. Mais moi, à aucun moment, j'ai vu cette paire de ciseaux. Je sais même pas où les gendarmes l'ont retrouvée, en fait. Mais je sais laquelle c'était, quoi. C'était les ciseaux que j'utilisais pour me couper les cheveux, qui étaient en bas dans la buanderie. Ils avaient rien à faire là-haut dans sa chambre. Ensuite, à l'hôpital, ils vont te transférer à la gendarmerie pour que tu sois entendu. Le jour même, c'est ça? Il y a un des gendarmes qui m'a ramené quand même un pantalon et un pull, quoi. On arrive à là, et c'est après coup, donc j'ai pu me rhabiller. Après coup, je suis tout de suite emmené à la gendarmerie et auditionné, quoi. L'audition, elle a duré environ 4 heures. Ça m'a paru interminable. T'as peur d'être mise en cause? Je me dis que oui, ils peuvent se poser la question et il est bien légitime qu'ils se posent la question. Donc, ils émettent des doutes, ils me posent des questions. C'est vrai qu'il y a des questions dures, des questions incriminantes et tout. Mais il est bien légitime qu'ils me les posent. Donc, je suis pas particulièrement inquiet d'être mis en cause, quoi. Enfin, je veux dire, dans un sens, c'est normal, quoi. De mettre la lumière et d'avoir aucun doute sur ce qui s'est passé, quoi. Au bout de 4 heures, en gros, ils me disent l'audition est terminée, on peut vous ramener chez vous. Donc là, je lui dis, mais vous me ramenez chez moi, mais ma maison elle est sous scellée et j'ai aucune affaire, j'ai pas de téléphone, pas de portefeuille. Et il me dit que c'est le protocole, en gros, de me proposer de me ramener chez moi. Je lui dis, mais je fais quoi une fois chez moi? Donc j'ai trouvé ça aberrant. Je suis tombé des nues quand ils m'ont proposé ça. Donc finalement, j'ai attendu dans la salle de repos des gendarmes que mon frère et ma mère arrivent. Quand je retrouve ma mère et mon frère, c'est un soulagement. Et c'est vrai que ma mère, ça m'a tout de suite épaulé de la revoir. Et elle m'a dit, ta petite Estelle, c'est ton étoile. Désormais, voilà. Eux, ils étaient très tristes, effondrés. Mais ma mère, c'est une battante. Elle est forte et elle a su trouver les mots pour me porter et m'épauler. Elle a perdu aussi un de ses enfants d'une chute d'escalade, mon frère. Donc, perdre un enfant, elle sait ce que c'est, pas dans ces conditions-là. Mais je la remercierai toujours pour le soutien qu'elle m'a apporté, quoi. Comment t'arrives à tenir debout, là? Inimaginable ce qui t'arrive. Alors là, j'arrive pas à tenir debout. Faut savoir que les 15 premiers jours, je suis comme un zombie. Ma mère me recueille chez elle. On me donne des habits.
Toute ma famille m'a épaulé, ma famille, mes proches. Ils nous ont préparé les repas pendant plusieurs mois. On avait des repas livrés chez ma mère pendant des mois et des mois. Et ils me coupaient ma viande, ils me coupaient mon fromage. Je pouvais plus me servir d'un couteau ni d'un ciseau pendant des mois. Et c'est grâce à tous mes proches, mes amis, les membres de ma famille qui m'ont soutenu. Il y a eu un énorme élan de solidarité. Sans eux, aujourd'hui, je ne sais pas où je serais. Dans une histoire comme ça, quand tu perds tout, j'avais rien, plus aucun revenu, plus rien. Sans avoir ce cercle familial et cette solidarité-là, aujourd'hui, je sais pas où je serais. Est-ce que je serais encore là ou est-ce que je serais sous un pont? Donc c'est vrai que voilà, je remercierai jamais assez, ouais. Et les jours qui suivent le drame, tu me disais que tu arrives même pas à dormir seul, t'es tétanisé. Ouais, le premier soir, donc j'arrive chez ma mère, elle a 2 chambres, elle a sa chambre, elle me dit je t'ai préparé ta chambre et tout. Et il y a mon frère qui est monté de Aix-en-Provence aussi. Il dit moi je vais dormir dans le salon. Je lui dis non, mais moi je dors pas tout seul. J'avais trop peur de dormir seul. Et donc j'ai dormi dans le salon avec mon frère. On a mis le matelas dans le salon et la lumière allumée. Et pendant 2 ans, j'ai dormi la lumière allumée sans jamais éteindre la lumière, quoi. Parce que dès que je sais pas si cette obscurité, peut-être d'avoir pénétré dans cette chambre noire, l'obscurité, la nuit qui tombe, c'est vrai que c'était anxiogène pour moi. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps. Là, je suis dans ma chambre, c'est jamais le sombre total. Faut toujours que j'y vois un petit peu, quoi. À ce moment-là, quelques jours après le drame, t'as envie de te venger. Qu'est-ce que tu ressens? Les jours qui suivent après le drame, c'est vrai que je raconte mon histoire à des potes. Je raconte la violence de notre altercation, que j'ai mis des coups de poing, que je vais fracturer son nez, je vais fracturer la mâchoire. Et j'ai plusieurs potes qui me disent mais t'aurais dû la terminer, t'aurais dû la tuer. Et je dis moi à aucun moment ça a été le but, moi ça a été juste de le sauver. Et au début, j'ai aucune envie de vengeance. Je suis plongé dans les funérailles de ma fille. C'est la tristesse, le deuil. Mon seul axe, mon ex-conjointe, pour ce moment-là, c'est plus de l'incompréhension, du questionnement. Mais la vengeance, sur le coup, évidemment que si je l'avais croisée, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais c'était plus de la tristesse et essayer de gérer le deuil et tout ce qui va autour du mieux possible, quoi. Et encore une fois, c'est mon frère qui, pendant 15 jours, a tout fait. Et j'ai été comme un petit enfant qu'on prenait par la main pour tout gérer, quoi. Oui, parce que vous devez préparer les funérailles d'Estelle, c'est inenvisageable pour un papa. Ouais, préparer les funérailles de son enfant, aller dans un magasin d'obsèques. La personne était très bienveillante, m'a bien encadré. Mais c'est vrai que quand on vous donne un catalogue avec des cercueils de la taille d'un enfant, c'est très très compliqué. J'ai même pas choisi son cercueil, je lui ai dit je veux le meilleur, je veux ce qui se fait de mieux, quoi. C'était compliqué, ouais. Je suis assis au bureau où on parle des obsèques, du déroulement de la cérémonie. Et c'est vrai que dès mon arrivée, la personne qui gérait les obsèques, il avait ce qui s'apparentait pour moi à un couteau. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a transporté, ça m'a inquiété, ça m'a fait peur. Et il s'avérait que c'était son coup de papier pour ouvrir ses enveloppes. Mais je lui ai demandé de le rentrer, de le cacher, ça fait partie. Et je me suis dit, mais c'est bête de lui demander ça, mais franchement, j'arrivais pas à me concentrer tant qu'il y avait son coup de papier sur le bureau, quoi. Comment se passe la cérémonie? Qui est présent? On fait la cérémonie à l'église de Lausanne. Donc, ma famille est présente, mes amis sont présents, sa famille est présente. Je voulais qu'elle soit entourée de toutes les personnes qui ont pu la connaître, qui ont pu l'aimer. Je voulais qu'elle soit entourée d'un maximum d'amour. La seule personne qui n'est pas présente, c'est sa mère. Tu parles de la mère de Sandra? Je parle de la mère de Sandra, ouais. Parce que j'ai conscience que sa mère, elle a un rôle important. Elle avait une espèce d'emprise sur sa fille et de manipulation. Donc c'est la seule qui n'est pas venue aux obsèques. Et Sandra, elle est où à ce moment-là? Sandra, à ce moment-là, moi, son parcours, il est assez flou, j'ai pas beaucoup d'informations. Je sais qu'elle a été envoyée directement à l'hôpital psychiatrique de Saint-Cyr au Mont-d'Or pendant quelques jours. Ensuite, elle est allée à la prison de Corba. Apparemment, elle est restée quelques semaines. Et quel souvenir tu gardes de cette journée de funérailles?
Le souvenir de ces funérailles, c'est un souvenir qu'on n'a pas envie d'avoir. Dire adieu à son enfant. J'ai tenu à porter son cercueil parce que je voulais l'accompagner jusqu'au bout et voir son enfant descendre dans son caveau. Et il y a un moment, j'ai eu envie de sauter dans le caveau pour rester avec elle, quoi. Bon, un des moments qui m'a marqué, c'est de devoir abandonner ma fille dans ce cimetière. Donc, partir du cimetière et y laisser sa fille, ma fille Estelle, qui avait 3 ans, ça a été un des moments très compliqués à vivre. On va parler aussi de la maison. La maison, elle est sous scellée, mais tu peux pas rentrer chez toi tout de suite, en fait. Comment ça se passe? Ouais, on va dire, c'est des peines qui s'ajoutent à des peines. Je perds Estelle, je perds ce qui a le plus de valeur dans ma vie. Je vis le drame le plus dur à vivre dans une vie. Et à cela s'ajoute, donc ma maison, elle est sous scellée pour l'enquête judiciaire. Et elle restera sous scellée pendant 1 an et demi. Moi, à aucun moment, j'ai voulu médiatiser l'affaire, mais c'est vrai que tous les médias locaux, régionaux, ont fait des articles avec des photos. Est-ce que c'est ça qui a engendré des cambriolages après? Mais j'ai eu ma maison placardée en photo dans les journaux. Et il s'avère que je me suis fait cambrioler plusieurs fois la maison, intégralement vidée. Ensuite, avant de quitter la maison, les cambrioleurs l'ont intégralement gazée à l'extincteur. Ils ont coupé l'électricité et elle a été inondée de 15 cm d'eau. Donc les gendarmes sont allés constater les premiers cambriolages, deuxième cambriolage, l'inondation. On a fait une demande au juge pour faire assécher la maison, faire passer des experts. Cette demande m'a été refusée sous prétexte de faire une reconstitution et de garder la maison en l'état, ce qui est complètement aberrant et révoltant. Ça m'a passablement énervé de savoir qu'on m'explique qu'il faut garder la maison pour faire une scène de reconstitution en l'état alors qu'elle a été cambriolée, entièrement vidée, gazée à l'extincteur. Enfin, c'est rajouter de la peine sur la peine, quoi. La chambre d'Estelle, elle est restée telle qu'elle. Bon, elle a été gazée à l'extincteur. Mais oui, pour le coup, on me rend les clés 1 an et demi après de la maison, dont je retourne avec... je suis accompagné par les gendarmes qui me rendent les clés. Et en gros, c'est pas comme une visite d'agent immobilier, mais ils me donnent les clés comme ça et ils me font merci, au revoir. Donc je récupère une maison cambriolée, inondée, gazée à l'extincteur, avec la chambre d'Estelle qui est laissée en l'état. Donc on a mis une énergie, encore une fois, avec mes proches qui m'ont aidé à tout nettoyer intégralement, du sol au plafond, ainsi que la chambre d'Estelle. Et ça, c'est mon frère et mon cousin qui sont montés les premiers dans sa chambre. C'est vrai que moi, j'ai mis plusieurs jours avant d'arriver à remonter. Et c'est eux-mêmes qui ont nettoyé la chambre de ma fille, qui ont nettoyé son lit. Et c'est moi-même plus tard, une fois qu'on aura bien avancé dans le nettoyage et tout, qui ai repeint moi-même le mur d'Estelle. C'est un moment extrêmement difficile, mais je tenais à remettre les choses dans l'état. C'était aussi une sorte de psychothérapie, on va dire, d'effacer tous les stigmates de ce drame. La chambre avait été laissée telle quelle et pas du tout nettoyée par les enquêteurs. Ouais, la chambre d'Estelle a absolument pas été nettoyée. Moi, je pensais que peut-être les gendarmes ou quelqu'un aurait fait quelque chose. On a récupéré donc son lit avec tout le sang qu'il y avait sur son lit et même voilà, des taches de sang sur le mur. On va parler maintenant de la chambre d'instruction, de ce qui va se passer. Sandra, elle va se faire entendre par la police seulement au bout de 3 mois. Il y a ça à gérer en plus. C'est vrai que ça met dans un tumulte émotionnel et tout. Et donc, du coup, on a l'administratif, le judiciaire à gérer. C'est tout un monde qu'on découvre. Et ça met encore des strates de complications. Donc, moi, j'ai été auditionné tout de suite. Faut savoir que Sandra, elle a été auditionnée que 3 mois après, parce qu'elle était jugée inapte à être auditionnée. Qu'est-ce qu'elle va dire aux enquêteurs? Alors sur le coup, il faut savoir qu'elle a appelé sa mère, elle a envoyé un message en disant « J'ai tué Estelle, il voulait nous l'enlever ». Donc ça, ce sont des textos qu'elle a envoyés. Elle lui a expliqué ce qu'elle avait fait par téléphone. Elle a tout de suite admis son meurtre. Elle a dit « J'ai tué ma fille parce qu'il voulait me l'enlever ». Donc lors de sa première audition, 3 mois après, elle oriente tout son discours sur des voix qu'elle entendait. Apparemment, elle entend des voix depuis l'âge de 11 ans qui lui disent ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Et en gros, elle trouve ce fonctionnement normal d'entendre des voix, quoi. Évidemment, parce que si elle commence à expliquer qu'elle trouve ce fonctionnement pas normal, elle aurait été responsable et elle aurait dû se faire soigner, quoi. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette version-là? Moi, cette version-là, elle est construite.
elle est mensongère. Il faut savoir que donc du coup on a tous été auditionnés, sauf Sandra, qui a été jugée inapte. Donc moi-même j'ai été auditionné. Donc les questions qu'on m'a posées lors de mon audition, on m'a demandé comment je trouvais Sandra, si elle avait des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques, des problèmes comportementaux. Je leur ai dit c'est une femme douce, sensible, normale. J'ai jamais décelé aucun problème chez elle. Ses proches, sa famille a été auditionnée, sa mère, son père, son frère, ses cousins, son oncle, sa tante. Ils sont tous à l'unisson à dire que Sandra était une femme très douce, sans aucun problème, sans aucun passé ni psychologique ni psychiatrique, et qu'elle avait jamais été violente et que c'était une femme plus douce qu'elle. Aux auditions directes, aux premières auditions, ils ont tous été, on va dire que la spontanéité a parlé et personne n'a évoqué un seul problème psychologique chez elle. C'est 3 mois après, lors d'une enquête de personnalité, que là, sa famille, même chose, d'une même voix, ils vont commencer à parler de troubles psychologiques qu'elle aurait eu à l'âge de 11 ans, suite à une agression dans la rue. Elle se serait mise pendant toute une journée dans un coin d'une pièce, à faire des bruits démoniaques ou des trucs comme ça, et qu'elle aurait fait un séjour en hôpital psychiatrique de repos dont on n'a aucune trace. L'enquête de personnalité, c'est encore plusieurs mois après. Donc, ils ont complètement changé leur discours et complètement changé leur version. À moi, elle ne m'a jamais évoqué aucun souci psychologique, aucun souci psychiatrique, et elle m'a jamais parlé de ses voix. Honnêtement, pour moi, c'est un sketch. Et alors, surtout que, comme je l'ai dit au début, la base de notre relation, ou alors j'ai été extrêmement naïf, c'est sûrement le cas. Elle était basée sur la confiance et sur la discussion. Et moi, j'avais une confiance totale en elle. Et à aucun moment, elle ne m'a évoqué ses voix. Et à aucun moment, sa famille qui parle de ce séjour en hôpital psychiatrique, personne ne m'en a jamais parlé. Toi, c'est de la folie, parce que sa famille se met à la soutenir. Toi, c'est parce qu'ils t'avaient dit à l'enterrement, ils étaient plutôt de ton côté, ils comprenaient pas. Exactement. Moi, à la lecture de ce dossier d'instruction, il faut savoir que les pièces, elles mettent longtemps à arriver. Hein. Donc ça met des mois et des mois à arriver. Les premières auditions, moi, je les ai lues que 8 ou 9 mois après. Donc c'est vrai que moi, je comprends pas tout ce montage et je trouve ça mensonger. Et je trouve que vis-à-vis d'Estelle, c'est un manque de respect total et ça, je peux pas l'accepter, quoi. Suite à ça, suite à tes expertises psychologiques, tu vas pas aller en procès, mais il va y avoir une chambre d'instruction, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu vas devoir être confronté à elle, c'est la première fois que tu vas la revoir. Comment ça se passe ? Donc ils font une première expertise, ils font des expertises psychiatriques qui l'ont établi en abolition de discernement. La chambre de l'instruction, elle arrive à la suite de ces expertises psychiatriques 3 années après. Et donc là, c'est vrai que c'est arrivé en novembre 2023. Donc cette chambre d'instruction, moi c'est vrai que j'étais impatient d'y arriver avec un mélange de beaucoup de sentiments. J'avais de l'attente au niveau de la justice et j'avais aussi beaucoup d'appréhension de revoir la meurtrière de ma fille, quoi. C'est une sensation difficilement descriptible, mais j'avais envie de la revoir aussi. J'avais envie de croiser son regard. Et lors de toute la chambre de l'instruction, moi, je l'ai regardée très souvent fixement. Elle n'a jamais levé les yeux pour croiser mon regard. On est tous assis. Il y a le côté de ma famille, il y a du côté de son avocat avec sa famille. Et tout le monde est installé, il y a les jurés et tout. Et c'est vrai que la meurtrière arrive en dernière. Et là, elle rentre dans la pièce. Et c'est vrai qu'elle est méconnaissable. Elle a pris 15 ans, quoi. Elle a les cheveux grisonnants, elle a les joues bouffies, elle a un ventre, elle a pris du ventre. Je sais pas si c'est le traitement, mais donc c'était un mélange de haine, de colère quand je la revoyais. J'avais envie de lui jeter tous les regards pour qu'elle comprenne toute la colère que j'ai en moi. Mais d'une certaine manière, de l'avoir vu diminuer, de l'avoir vu physiquement diminuer, c'était une forme de satisfaction. C'est pas noble comme sentiment, mais j'étais satisfait qu'elle ait ramassé physiquement. Ouais. Moi, à son entrée, c'est vrai que j'ai les jambes qui tremblaient quand elle s'est présentée. Mes jambes tremblaient tellement que mon avocate a mis ma main pour stopper le bruit de mes jambes sur le sol, quoi. Elle va être reconnue coupable, mais non responsable, c'est ça, à la suite de cette chambre d'instruction? L'intérêt de la chambre d'instruction, c'est de savoir si elle passe en cour d'assises ou non.
En gros, les expertises psychiatriques qui ont déterminé qu'elle était en abolition de discernement à l'instant T, voilà, c'est tout le débat qu'il va y avoir à la chambre de l'instruction pour décider si elle est apte à passer en cour d'assises. Pour aller potentiellement en prison, c'est ça la question. Pour aller potentiellement en prison, répondre pour qu'il y ait un procès, et qu'à la suite de ce procès, elle réponde pénalement, elle a une vraie peine de justice. Il faut savoir que quand on est établi en abolition de discernement par des expertises psychiatriques, il y a l'article 122.1 qui dit en France, on ne juge pas les fous, on ne va pas en prison, mais on est en hôpital psychiatrique sous contrainte, sans aucune durée minimum de contrainte d'hospitalisation. Quand les expertises psychiatriques établissent qu'il y a abolition de discernement total à l'instant T, il n'est jamais arrivé lors d'une procédure judiciaire que quelqu'un qui soit établi irresponsable passe en cour d'assises. Donc je savais à quoi m'attendre, mais malgré tout, au fond de moi, je nourrissais l'espoir que les juges arrivent à la faire passer en cour d'assises, quoi. Et c'est vrai que lors de cette chambre d'instruction, il y a l'avocate générale, donc qui a posé des questions à Sandra sur ses voix qu'elle entendait, sur l'historique. Et l'avocate générale a fait venir à la barre les experts psychiatres et elle leur a dit donc on se rend compte quand même que Sandra dit on a vraiment le sentiment qu'elle les a inventées, ces voix. Et donc là même les experts psychiatres disent oui, on peut pas vous l'enlever, on voit qu'elle a inventé ses voix et que ses voix sont pas vraies, quoi. Et donc là, c'est vrai que quand ils établissent ça, je dis c'est bon, on va y arriver à faire en sorte qu'elle passe en cour d'assises, quoi. L'avocate générale précise aussi que Sandra a une mémoire parcellaire, qu'elle se souvient que de ce qu'elle a envie. Quand on lui pose des questions, globalement, elle se souvient très bien de tous les détails et de tous les défauts que j'ai. Elle arrive à m'accabler. Et donc, du coup, elle dit aux experts psychiatres, vous voyez bien qu'elle a une mémoire quand même parcellaire et elle se souvient volontairement que de ce qu'elle a envie. Là, les experts psychiatres, encore une fois, arrivent à répondre oui, mais parce que c'est un protocole de défense qui fait partie intégralement de sa maladie, qu'elle mente, parce que ce serait trop difficile à assumer pour elle. Moi, au cours de la chambre de l'instruction, j'ai quand même l'espoir de me dire on a quand même établi le fait qu'elle mente, qu'elle a une mémoire parcellaire, qu'elle arrive à jouer un rôle. Donc j'ai l'espoir qu'elle passe en cour d'assises. Personne n'est déclaré responsable du meurtre de ma fille. Honnêtement, c'est inaudible, c'est révoltant. Donc ma fille Estelle a été tuée par sa mère de 354 coups de couteau. Et on m'annonce le jour de la chambre de l'instruction que personne n'est responsable et que personne n'ira en prison et que personne ne répond pénalement de cet acte et de cet homicide alors qu'on a la meurtrière devant nous qui a avoué son homicide. C'est juste inaudible, révoltant. Et c'est ce jour-là où j'ai dit, c'est terminé, c'est moi-même qui ai dit, j'ai envie de le crier sur tous les toits, crier cette injustice. Parce qu'en gros, ma fille s'est fait tuer dans l'indifférence totale de la justice. On lui manque terriblement de respect et c'est un déshonneur total. Et je me suis dit, je peux pas laisser passer ça. Donc c'est une manière de lui rendre justice, de devoir dénoncer cet article de loi qui fait beaucoup de dégâts pour les victimes, qui est un déshonneur et qui est juste irrespectueux, quoi. T'as eu le sentiment que la justice protégeait Sandra, la meurtrière de ta fille? J'ai le sentiment que la justice est plus faite pour les criminels, pour porter les criminels, pour défendre le droit des criminels, plus que pour les victimes. Ma fille, elle est morte, elle est dans son caveau. Je pense que si elle avait été vivante et handicapée aujourd'hui, il y aurait eu une justice plus juste et plus ferme. Aujourd'hui, on a une justice complaisante, laxiste, qui favorise les meurtriers. Si ça s'était passé dans un autre pays, en Chine, par exemple, je pense qu'elle aurait été exécutée en Chine. Honnêtement, ça me serait convenu comme peine. Je trouve qu'elle a enlevé la vie de ma fille. Ma fille, elle n'a plus aucune chance de revoir le jour. Elle est en hôpital psychiatrique, donc aux frais du contribuable. Et je trouve que c'est terriblement injuste. Donc effectivement, oui, voilà, mon souhait, c'est d'arriver à faire en sorte, de par mon témoignage, de dénoncer ce laxisme et cette justice qui n'est pas équitable, quoi. Oui, parce que là, elle peut sortir à tout moment, en fait. La peine, c'est ça, c'est qu'elle est en hôpital psychiatrique. Si les médecins la déclarent apte à reprendre la vie normale, il se peut qu'elle sorte prochainement. Actuellement, elle est donc déclarée comme malade, donc elle ne répond plus de la justice, elle répond uniquement des médecins. Donc elle est placée sous contrainte en hôpital psychiatrique. Et ce sont les experts psychiatres, les 10 experts psychiatres, le jour où ils vont établir qu'elle est lucide et non dangereuse pour la société, elle pourra ressortir. C'est-à-dire dans 1 an, dans 2 ans, n'importe quand.
Et c'est ce qui est complètement injuste. Elle n'aura aucune peine de justice. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas d'irresponsabilité. On l'entend par les faits divers. Il y a de plus en plus de personnes, de meurtriers, qui disent ou qui avoir entendu des voix pour profiter, se cacher derrière ce système d'irresponsabilité pour échapper à la justice. Parce que effectivement, ils vont en hôpital psychiatrique et après ils peuvent ressortir sans avoir répondu de leurs actes. Mais c'est aussi possible qu'elle reste en hôpital psychiatrique toute sa vie. Est-ce que tu as envisagé ça? Alors il est possible qu'elle reste en hôpital psychiatrique toute sa vie, mais il faut savoir qu'il n'est jamais arrivé qu'une personne considérée comme malade reste à vie en hôpital. Donc un jour elle sortira. Après, est-ce qu'elle restera plus longtemps ou moins longtemps? Je n'en ai aucune idée, donc je vis avec l'appréhension et la peur qu'elle sorte du jour au lendemain, qu'elle s'en prenne à mes proches, à moi-même, ou à n'importe quelle petite fille blonde qui ressemblerait à Estelle à la sortie de l'école. Quelqu'un qui a tué, qui a franchi ce cap de l'homicide et du meurtre, il a déverrouillé un veto dans son cerveau et personne ne pourra jamais être sûr qu'elle ne recommencera pas. Des exemples de récidive, il y en a énormément, quoi. Pour toi, c'est pas possible. Elle était consciente au moment de l'acte, au moment du drame. Tu m'as dit qu'elle avait aussi tenté de se suicider. Moi, je suis personnellement intimement convaincu, pour faire l'acte qu'elle a commis, il faut avoir un pied ailleurs, un pied dans la folie. Mais je suis intimement convaincu qu'elle était lucide et qu'elle l'a fait pour me faire du mal, parce qu'il lui était inacceptable de se séparer de sa fille et qu'elle était lucide. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne suis pas médecin, mais de par ses aveux et la phrase qu'elle m'a dite quand je suis rentré, c'est toi qui as fait ça, t'as voulu nous séparer. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle avait une lucidité lorsqu'elle a tué Estelle. Elle a mis 354 coups de ciseaux à Estelle, elle lui a laissé aucune chance. Quand on met 354 coups, alors tout de suite on peut le placer sur la folie, parce qu'on se dit c'est inimaginable, mais 354 coups, faut avoir une rage, une volonté et une détermination de tuer et de ne laisser aucune chance. Après cet acte de violence, elle allait chercher un couteau dans la cuisine et elle a pris le plus petit couteau qu'on avait dans la cuisine. C'est pas moi qui le dis, c'est sur le rapport des gendarmes. Et elle s'est mis 3 coups dans les cuisses pour faire une pseudo-tentative de suicide. La volonté de tuer, elle l'a eue sur ma fille. Par contre, sur elle, elle s'est mis 3 coups de couteau ridicules. Je pense que si elle était dans un état, effectivement, où elle était propulsée dans un monde parallèle, elle se serait mis des coups plus violents et elle serait arrivée à se suicider. Elle peut sortir. Toi, tu seras prévenu si elle est relâchée? Quand elle sera relâchée, je serai prévenu, mais plusieurs mois après, parce qu'elle a l'interdiction de m'approcher pendant 20 ans. Qu'est-ce que ça prend en compte, l'interdiction de m'approcher? C'est très vague, c'est très flou. Donc je serai prévenu parce que ça va lancer le protocole d'interdiction de m'approcher. Il y a le juge qui va le mettre en place, qui va le donner au greffier, qui va le donner à sa curatrice, qui va l'envoyer à mon avocate. Quand elle sera sortie, je serai prévenu, mais que plusieurs mois après, entre 3 et 6 mois après. Donc c'est vrai que j'ai une grosse appréhension du jour où elle sortira. Par crainte de la recroiser au cimetière ou ailleurs dans des lieux que je fréquente. Qu'est-ce qui va se passer quand on va se recroiser, quoi? Est-ce qu'elle va m'agresser? Est-ce qu'elle va agresser ma mère ou mes proches? Tu penses qu'il y a quelque chose après la mort, toi? Tu me dis que tu vas tous les jours au cimetière voir Estelle. Après la mort, moi, si on m'avait posé la question avant, c'est vrai que j'ai jamais pratiqué la religion et tout. Et c'est vrai que depuis que ma fille est partie, j'ai envie de croire aux énergies. J'ai essayé des choses. Je suis allé voir un chaman, une guérisseuse. C'est vrai que ça m'a plus ou moins porté. Ça m'a donné des lignes directives. Et aujourd'hui, j'ai envie de croire en une force, en une bienveillance et tout. Et aux énergies positives. J'espère qu'il y a un autre monde après notre monde ici. J'ai déjà perdu mon frère. J'espère qu'ils sont là-haut, ensemble tous les deux, ouais. Est-ce que tu as déjà ressenti la présence d'Estelle de manière très forte? Alors, la présence d'Estelle, je l'ai ressentie ce jour-là. C'est vrai que je l'ai jamais évoqué. Mais ce jour-là, quand je suis rentré dans la chambre, j'ai senti une force rentrer en moi, une force positive. Je me suis dit que c'était Estelle qui venait se réfugier en moi, quoi. C'est quoi les souvenirs qui te restent le plus en tête avec elle? La voir grandir, rire, la voir s'épanouir. C'est ce que je disais à mon ex-conjointe. J'ai dit plus elle grandit. Alors je parlais de notre amour, mais finalement je parlais du mien. Mais plus mon amour est grandi pour elle, c'est quelque chose d'infini. Et plus je la voyais grandir, plus je l'aimais, quoi. Donc les souvenirs que j'ai, c'est parler avec les yeux d'un père. Mais pour moi, c'était la plus belle petite fille
blonde aux yeux bleus, quoi. Pour toi, Sandra, elle t'a gâché ta vie? Elle m'a enlevé ma fille, donc on peut rien enlever de plus important. Mais j'ai tout perdu à la suite de ça. Donc évidemment, plus de maison. J'étais indépendant, j'étais à mon compte, donc j'ai eu aucun revenu pendant 3 ans. Les assurances, j'étais en combat avec les assurances, ça a été très compliqué pour me faire indemniser et tout. Elle m'a tout enlevé sur le coup. Ouais. J'étais dans l'incapacité mentale, psychologique de retourner travailler. C'était trop compliqué. J'étais trop fatigué, épuisé moralement, trop de choses à gérer. Déjà les funérailles, le deuil. Après, même les mois, les années d'après, ça a été chronophage, énergivore de gérer l'administratif, les assurances et le juridique. Donc il m'était impossible de retourner travailler. C'était trop compliqué, quoi. Donc ça a été une période tumultueuse, aussi bien émotionnelle qu'administrative, financière. Elle m'a plongé dans la précarité et dans la difficulté. Je vais avancer, je vais remonter la pente. Comment t'apprends à vivre avec ça? C'est quand même très compliqué, c'était il y a même pas 5 ans. Bah, c'est pas toujours évident. J'ai mon humeur qui varie. C'est vrai que ce qui me donne la force de continuer, essayer d'avancer, c'est la chance qu'on a tous de pouvoir profiter de la vie. Je me dis que cette force qui m'a pénétré, Estelle, je vis pour elle, parce qu'il y a encore des moments de joie à vivre. Je le vis pour moi, et je le vis à travers moi pour elle aussi. Je le vis pour mon frère. Je me dis qu'on a cette chance de pouvoir être là et que j'ai pas le droit de gâcher ça. Donc j'essaie d'être le plus positif possible, même si c'est pas évident de trouver un sens à sa vie une fois qu'on a perdu son enfant, quoi. Et t'as eu aussi des conséquences sur ta santé psychique après, choc post-traumatique. En fait, tu faisais des rêves de Sandra toutes les nuits. Enfin, c'est encore pas facile au quotidien. Ouais, je suis évidemment traumatisé. Je suis suivi, j'ai 2 psychologues et un psychiatre. J'ai beaucoup de traumatismes sur lesquels j'essaie de travailler, que ce soit les objets tranchants, tout, mais j'ai des nuits qui sont quand même compliquées. Je rêve très souvent de mon ex-conjointe. Mes rêves sont très violents, très noirs, très obscurs. Et c'est un travail que j'essaie d'avancer là-dessus pour arriver à être plus apaisé et plus positif. Mais c'est très compliqué, ça a créé pas mal de stress post-traumatique. Est-ce que tu penses pardonner à Sandra un jour? Est-ce que tu l'as pardonné déjà? Je lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait. Elle a enlevé la vie de ma fille et on a le droit de pas pardonner. Si un jour elle me regarde, qu'elle sache que je lui pardonnerai jamais. Est-ce que tu arrives à faire confiance aux personnes malgré ça? Je fais confiance, mais c'est vrai que la nuit, je suis inquiet. Dès que je dors avec quelqu'un, sous le même toit, dès que quelqu'un se lève la nuit, j'ai une espèce d'inquiétude, une espèce de stress. Après, globalement, j'ai envie de dire, j'arrive à faire confiance aux gens parce que le problème, il vient d'elle et son problème, elle l'a emmené avec elle. C'est un problème qu'elle a, elle, toute cette haine, toute cette rage. Et tout le monde n'est pas comme ça, et bien heureusement. Donc globalement, oui, je refais confiance, ouais. Pour la maison, toi, tu espères la garder? Alors la maison, moi, j'ai l'espoir de la garder. C'est aussi un point qui est révoltant. Pour certains, c'est la maison du drame. Pour moi, c'est la maison où ma fille a grandi. C'est la maison où elle a eu tous ses moments de bonheur. Bon, j'enlèverai pas l'empreinte du drame. Ça reste quand même ça reste mon pilier psychologique. Donc j'ai fait des propositions pour rompre l'indivision, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est encore un point révoltant, je suis toujours copropriétaire de la meurtrière de ma fille. J'ai fait les premières propositions il y a 1 an et demi pour la racheter. Jusqu'à aujourd'hui, elles ont toutes été refusées. Et je suis contraint et dans l'obligation de leur faire un procès pour rompre l'indivision qui nous lie. Et je trouve ça encore ahurissant et révoltant que la justice soit pas plus rapide et m'aide pas à pouvoir tourner la page. Parce que je suis encore lié administrativement, financièrement et psychologiquement à la meurtrière de ma fille. Si Estelle, elle te voyait maintenant, qu'est-ce que t'aimerais qu'elle voie en toi? Qu'est-ce que t'aimerais qu'elle se dise de son papa? J'aimerais qu'elle soit apaisée. Je lui dis toujours au cimetière, sois apaisée. Qu'elle soit libre, apaisée. Et j'ai envie qu'elle ressente le positif, le bonheur et tout l'amour que j'ai pour elle. Qu'elle ressente encore tout cet amour que j'ai là. Ça, c'est une chose qu'on pourra jamais m'enlever. C'est cet amour grandissant et j'ai envie de lui envoyer les meilleures énergies possibles. Et est-ce que dans un futur proche ou lointain, toi, tu te vois redonner la vie à nouveau? Ça, c'était une question sur laquelle j'ai toujours été ferme. J'en ai discuté avec mes psychologues. Au début, j'ai dit jamais j'aurai d'autres enfants. J'aurais l'impression de tromper ma fille. Et c'est vrai qu'avec le travail et tout, ma fille, elle a sa place, un cœur et l'amour, il est infini, il y a de la place. Je veux dire, peut-être qu'un jour, j'envisagerais d'avoir un autre enfant. Ouais. À toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Le but,
c'est qu'à travers mon témoignage, de dénoncer les injustices et les aberrations liées à l'irresponsabilité. Il y a beaucoup de cas comme le mien, je suis pas le seul, c'est ça qui est révoltant d'entendre. Voilà, sans avoir des statistiques, en 2015, il y avait 9000 cas d'irresponsabilité. Aujourd'hui, on est à plus de 20 000 cas d'irresponsabilité. Il y a juste à écouter les faits divers, toutes les histoires sordides. Je vais citer qu'un exemple, c'est le cas de François, un père de famille qui a été tué par un multirécidiviste de l'irresponsabilité. Je cite particulièrement ce cas parce que tous les cas sont révoltants, mais il est extrêmement révoltant. Il faut savoir que le criminel qui l'a assassiné, il a déjà fait des attaques au cutter sur des personnes. Il a été établi comme irresponsable, donc il a été mis en hôpital psychiatrique une première fois, il a été relâché. En 2015, il a tué un père de famille de 30 ans avec une arme à feu d'une balle dans le thorax. Et c'est en 2025 qu'il a croisé la route de François, un père de famille de 27 ans, qu'il a tué gratuitement sur un passage piéton de 20 coups de couteau. Et faire évoluer cette loi, c'est pour nous protéger tous. C'est aussi pour le respect des victimes, mais c'est pour tous nous protéger de tous ces cas d'irresponsabilité, pour qu'il y ait un meilleur suivi et qu'il y ait des vraies peines de justice pour ces criminels. Ouais, et qu'ils puissent pas ressortir, en fait. Toi, tu demandes un encadrement à vie. Le but, c'est qu'ils ne puissent pas ressortir. Il y a certains criminels, une fois qu'on a tué, ça c'est mon avis personnel, qui ne doivent jamais ressortir. Si les médecins établissent qu'ils doivent ressortir, soit qu'ils prennent la responsabilité de leurs actes, mais qu'il y ait un réel suivi, parce qu'aujourd'hui, ils sont relâchés dans la nature, et malheureusement, des cas de récidive. Donc c'est sur tous ces points-là qu'il faut arriver à faire évoluer la loi. Donc je soutiens l'association Delphine Sandrine qui milite depuis 25 ans, qui a des vraies propositions de loi pour faire évoluer l'article 122.1 sur l'irresponsabilité, parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler, aussi bien sur le protocole des expertises, sur la formation des experts, que sur la répression, trouver un équilibre entre répression et réinsertion, parce qu'en France, on met beaucoup l'accent sur la réinsertion, mais il faut aussi qu'il y ait une vraie répression pour avoir un vrai équilibre entre la justice. Donc c'est pour ça que je soutiens l'association Delphine Sandrine de Christian Stavovski qui milite, qui est un père endeuillé aussi. Sa fille a été assassinée et donc il y a eu un cas d'irresponsabilité aussi. Il a beaucoup fait avancer la loi. Il l'a fait avancer. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est vrai que tout mon témoignage, j'essaie de le porter en ce sens pour essayer de mettre ma pierre à l'édifice pour faire modifier cette loi-là. On va vous mettre tous les liens en description si vous voulez soutenir Benjamin ou l'association. Merci beaucoup. Ouais, merci.